Maraîcher, c'est un rêve d'enfant. Après bio, ça a mis un peu de temps à venir. Un ras-le-bol des produits chimiques en fait. J'ai fait des études agricoles, jardin espace vert, horticulture et BTS en protection des cultures. Donc protection des cultures, ça existait il y a encore une vingtaine d'années. C'est destruction de tout ce qui est nuisible aux cultures. Insectes, maladies, rongeurs, tout ça. Ça s'apprenait à l'école. Maintenant, tous ces lycées-là ont le mot nature, environnement dans leur nom. Hein. Ça n'existe plus. Mais ça a existé, oui. On formait des gens à utiliser et à vendre des pesticides. Donc voilà pourquoi je suis arrivé. C'était ma passion à l'époque. Parce qu'on pouvait gérer tout, en fait. On pouvait détruire ce qui nous gênait, laisser ce qui nous plaisait. Enfin, c'était très fin l'usage des produits phytosanitaires. C'était passionnant. J'en ai vendu pendant une vingtaine d'années. Je les ai utilisés, vendus, j'ai conseillé leur utilisation et bon, on se lasse de ça en fait. Ça reste de la vente et de la vente pour détruire en plus. Quand on vend quelque chose d'utile, ça va, mais quelque chose pour détruire, c'est pas, et que ça pollue en plus. À l'époque, beaucoup sont interdits maintenant. Ça ne va pas dire grand-chose aux gens, mais ils ont globalement des pyrétrinoïdes, des organophosphorés. Des organophosphorés qui sont des insecticides issus des gaz de combat de la guerre, des guerres anciennes, les guerres de 14 et tout ça. Donc ça existait encore dans les années 80, 90, début 2000. Beaucoup ont été supprimés, il en reste encore un ou deux, mais beaucoup ont été supprimés maintenant. C'était connu, c'est bizarre quand même, c'était connu, mais pas conscientisé. On savait que c'était toxique parce que ça détruisait du vivant. Donc, si ça détruit un insecte, c'est une cellule animale, on a la même de cellule. Elle fonctionne pareil la nôtre. Donc, on savait que c'était toxique, mais c'était pas utilisé au bon moment, à la bonne dose, le produit n'est pas dangereux. Maintenant, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, on sait que c'est pas vrai. Il reste toujours un résidu, il reste toujours un problème ou un problème qui est mal géré, qui n'est pas géré. Ça vient du fait que c'est un produit chimique, pas naturel. Donc il ne se décomposera jamais entièrement, il restera toujours un petit bout de machin qui va se combiner avec autre chose et qui va déranger le vivant. Toujours. Ça, on le sait maintenant. Mais il y a 20 ans, on ne le savait pas. On savait que les produits étaient dangereux, mais on savait les utiliser, on était des professionnels. Alors que même un professionnel peut se contaminer avec des produits. On vendait des produits utiles à des gens qui en avaient besoin quand même. On ne vendait pas des choses inutiles. Il y avait des désherbants pour les oignons, pour les pommes de terre, pour les céréales. Donc il n'y a jamais de choses inutiles. Et le client en a besoin de toute façon. Alors qu'il l'achète à nous ou à quelqu'un d'autre, pour lui c'est pareil. Il vaut mieux que ce soit à nous. Le technicien agricole, il est issu du cru, il est connu. Donc c'est pas l'industriel qui vend son produit. Le produit il est vendu à la coopérative ou au négoce ou au distributeur local et c'est le technicien qui va le vendre à l'agriculteur. L'industriel il va venir avec sa cravate et tout ça, il va rien vendre. Il ne faut pas qu'il sorte lui. Ce qu'il fallait surtout caser, il fallait éliminer le stock avant l'inventaire du 30 juin. Il fallait vendre vite les produits au printemps et puis que ce soit stocké chez les agriculteurs et pas chez nous et facturé. Quand on est vendeur, on pousse à la consommation, on survend, on surstocke. Ça, c'est gênant. Et puis, marre, quoi. Je ne vais pas vendre des produits chimiques, toxiques toute ma vie, quoi. C'est pas possible. Surtout avec l'évolution. Quand j'ai commencé, c'était les années 90, on ne se posait pas ces questions environnementales. Maintenant, on se les pose. Depuis les années 2000, on se les pose. Avant, non. Pas comme ça. Avant, on utilisait des produits où il fallait quelques kilos à l'hectare. Un hectare, c'est 10 000 m², c'est la mesure agraire de base. Quelques kilos à l'hectare. Maintenant, on a quelques grammes à l'hectare ou quelques demi-grammes à l'hectare. La différence, elle est là. Mais le produit est peut-être moins toxique, c'est pas issu des gaz de combat, ça ne va pas tuer tout le monde d'un coup. Mais la différence, c'est que ça va s'infiltrer partout. Et on va le retrouver dans notre corps et ça va perturber les hormones. Les perturbateurs endocriniens, c'est ça en fait.
C'est beaucoup plus fin comme perturbation. Avant, ça tuait quelqu'un net, paf. Maintenant, c'est plus fin, ça ne le tue pas, ça le perturbe complètement, de l'intérieur, dans ses cellules, dans ses organes, partout. La différence, elle est là. Il y a beaucoup moins de produits utilisés en poids, en masse, mais par contre, le chiffre d'affaires est assez le même par contre. Si on est trop dépendant des produits phytosanitaires, déjà ça a un coût, c'est énorme. C'est une béquille, mais si on peut s'en passer, c'est bien. Il faut essayer de marcher par soi-même. Il y a encore beaucoup d'agriculteurs qui ne sont pas capables de s'en passer, qui ne sont pas capables, parce qu'on ne les a pas formés, parce qu'on ne les informe pas. On ne cherche pas à ce qu'ils changent surtout. On a besoin qu'ils restent comme ça. C'est une forme de dépendance. On a besoin d'eux sous cette forme. Il faut réfléchir et devenir autonome. La coopérative c'est bien, mais ça ne peut pas fournir tout, le produit, le conseil, les semences et tout. Il faut réfléchir autrement. Il faut réapprendre à travailler. En bio, notre problème c'est l'herbe. C'est le gros problème. Et donc on peut se passer des produits phyto, donc du glyphosate, mais c'est compliqué. Ça demande du matériel, ça demande du temps, de l'anticipation. Parce que c'est pas quand l'herbe est déjà poussée, fait déjà 10 cm, c'est beaucoup trop tard. Donc la plupart des agriculteurs ne sont pas capables de se passer du glyphosate actuellement. Qui reste un produit, techniquement, c'est le seul produit qui fait ce genre de travail, qui va de la feuille à la pointe de la racine. C'est le seul. Donc effectivement, c'est compliqué de s'en passer. Et voilà. C'est pour ça que c'est pas interdit, qu'il n'y a pas d'interdiction franche et nette, que les gouvernements réfléchissent, se doutent, ça fera trop. C'est pour ça. Il faut former les agriculteurs à se passer du glyphosate. Ça sera un grand axe de formation. Est-ce qu'une agriculture sans pesticides est possible? Oui, mais c'est compliqué. Pas pour l'instant en tout cas. Il y a trop de gens qui ne sont pas convaincus. Il y aura trop de résistance, quoi. Donc il faut que ça aille petit à petit. Il y a de plus en plus de conversions vers le bio, des gens qui vont se mettre à travailler autrement, qui vont faire des émules, qui vont servir d'exemple à d'autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on va avancer comme ça. Ça, c'est plus plausible comme programme. Donc j'ai commencé en 98 à reprendre une partie de l'exploitation de mes parents. Et maintenant je suis tout seul. J'ai mon père encore à pas loin de 80 ans de temps en temps qui m'aide encore. Et puis j'ai un salarié que je prends en saisonnier, qui est vigneron, qui a une petite surface et puis qui vient travailler avec moi et ça me va bien. Il faut bien ça. Donc là on est sur des chardonnays aussi. Alors le gel. Ça a l'air correct. Déjà ceux-là ils sont pas marrons, donc c'est déjà une bonne chose. Celui-là, ouais, celui-là regardez, il est noir à l'intérieur. Celui-là il est mort. Alors c'est les joies du métier, c'est qu'on travaille dans les vignes, on fait du vin, on fait de la compta, on fait du commerce. Autant les aléas climatiques c'est assurable, chèrement mais c'est assurable. Autant si on se plante parce qu'on ne produit pas, parce qu'on a trop d'herbe, parce qu'on a pris du milieu, ça c'est pas assurable. Alors TerraVitis, j'y suis depuis 1998, donc depuis mon installation, depuis la date de création de TerraVitis. C'est une association de producteurs qui a été créée dans le Beaujolais, en agriculture raisonnée au début, durable, enfin bref, là-dedans. Donc moi, avant de m'installer, j'avais travaillé aussi à la chambre et je m'occupais aussi un peu des groupes plus raisonnés, tout ça. Donc j'étais vraiment dans cette mouvance-là. C'est plus ma conversion bio, j'y ai toujours pensé. Ouais, c'est des petits critères qui font entrer. Après 2017, j'y pensais pas, parce que j'étais débordé, il y avait de l'herbe de partout.
Donc non, j'ai dit le bio il faut y aller, mais il faut y aller pas la fleur au fusil, il faut se préparer. Mais j'étais déjà dans cette réflexion. C'est des démarches lentes, c'est comme la restructuration, le travail du sol, passer en bio, je me sens mieux, puis que je suis en grande partie en vigne haute parce que je sais que j'aurai plus de réactivité, je suis plus adapté. Voilà, quoi. La vigne, c'est une plante qui vit longtemps, donc il faut du temps pour tout restructurer. Donc c'est pas. Quand j'entends des gens, des clients qui me disent ah, c'est bien d'être passé en bio, ça doit vous apporter beaucoup. Je dis pour l'instant ça m'apporte parce que je suis en conversion, donc je n'ai pas le label bio, ça m'apporte de la satisfaction. Le cuivre sur les sols, on sait qu'il est pas très bon parce qu'on perd de la fertilité des sols. Après, bon, logiquement, on l'utilise maintenant à des doses relativement faibles. Le soufre, je veux dire, honnêtement, quand je suis en bio, je traite en soufre, les gens ils se demandent avec quoi je traite parce que ça pue quand même. Hein. Il faut dire ce que c'est, hein, le soufre. Quand on utilise aussi le soufre en poudre, là, je vais certainement faire cette année parce que quand il y a une forte pression iodium, comme on s'est fait mécher l'année passée, on va certainement repasser en soufre flore, c'est-à-dire c'est de la poudre, on n'utilise pas de l'eau là. Donc là, la dérive, elle peut être beaucoup plus importante. Donc dans des parcelles comme ça, autant dire qu'il faut bien viser. Après, il n'y a pas de solution miracle à part aussi planter des nouveaux cépages qui sont plus résistants ou moins sensibles aux maladies. Ça existe, hein, c'est des hybrides. Après, nous, on est en appellation, donc on n'a pas le droit de les planter. Donc, c'est un peu le chat qui se mord la queue. La question est de savoir si les produits qu'on utilise en agriculture bio sont absolument, on va dire, dénués d'effets de santé. C'est aussi difficile à dire, d'abord parce qu'on a peu de recul. On a besoin en épidémiologie de disposer de plusieurs années, voire dizaines d'années de contextes comme par exemple le bio. On sait que c'est quand même quelque chose qui est relativement récent. La plupart des agriculteurs bio ont été conventionnels avant, donc c'est difficile d'isoler ces pratiques du reste. Et puis par ailleurs, il y a aussi des contre-exemples. Alors c'est pas pour dire qu'il ne faut pas aller vers l'agriculture bio, bien sûr que non, mais il y a aussi des contre-exemples. Si je parle de la rothénone, qui est un dérivé d'une plante, qui est un insecticide biologique, qui était autorisé en agriculture biologique, aujourd'hui il est interdit, en réalité il a été montré qu'il pouvait entraîner des maladies de Parkinson. Donc je pense que ce n'est pas parce que c'est bio que ça ne doit pas passer par la même évaluation et par le même sérieux par rapport aux effets de santé qui doivent être évalués de la même façon. Ce n'est pas parce que c'est un extrait d'une plante naturelle qu'il n'y a pas de toxicité, puisque il y a aussi des plantes qui peuvent être dangereuses pour les individus. Donc on doit avoir la même démarche par rapport à ces produits que par rapport aux produits dits conventionnels. La conversion en agriculture biologique, il y a toujours, quoi qu'on fasse, il y a une part de risque, mais moi, il y a plus de 10 ans, j'avais commencé à faire le stage de conversion et puis je n'avais pas franchi le pas. Le stage, c'est en fait, avec la Chambre d'agriculture, on essaye de voir un peu les points forts, les points faibles de l'exploitation pour franchir le cap. J'avais pas franchi le cap parce que financièrement, j'avais peur, économiquement, j'avais peur. On a peur d'avoir des pertes de rendement, et de ne pas pouvoir valoriser le vin suffisamment. Moi, j'ai franchi le pas parce que d'un point de vue commerce, je pense que je me suis un peu plus posé, je sais que je vais pouvoir le valoriser un minimum, même peut-être un peu plus qu'un minimum, voilà, et ça me fait moins peur. Donc je pense qu'il y a un travail aussi commercial, quand même, c'est quand même le nerf de la guerre. Et puis il y a aussi un travail sur soi, aussi, de l'apport de l'inconnu, et dire je vais franchir le pas ou pas. La part diminution de rendement par rapport à passer en bio, ça me fait moins peur. Déjà, je pense que je la limiterai. Le but du jeu, c'est pas parce que je passe en bio, je fais plus de vin, et que techniquement, on est capable de faire du vin. Voilà, donc ça, je pense que je l'ai vu par des exemples aussi, un de mes voisins qui est passé en bio, qui fait naturellement du vin. Donc il y a un côté démystification de la chose. Il faut du temps, des fois. Une espèce de, pas de ras-le-bol, mais de manque d'énergie à l'INRA, parce que je travaillais à l'INRA en tant qu'agronome et notamment pas mal investi sur le plan éco-phyto, de réduction de l'usage des pesticides en agriculture.
Je travaillais pas mal avec les ministères de l'Environnement et de l'Agriculture et j'ai vu de l'intérieur ce qui se passait. Ça m'a pas beaucoup réjoui. Il fallait beaucoup d'énergie pour faire avancer d'un petit iota un pion. Tous les acteurs aujourd'hui de l'agriculture, mais au sens large, hein, amont, aval, les semenciers, les agriculteurs, les profs, pourquoi pas, l'enseignement, les instituts techniques, l'INRA, la recherche, on se tient chacun par nos barbichettes respectives, au sens où on a créé un monde centré autour de l'utilisation des produits phytosanitaires et on a tous travaillé à faire en sorte qu'on travaille avec cette option phytosanitaire. Et donc s'il y en a un qui se dit un jour, à un moment donné, bon ben maintenant ça suffit, il y en a marre, on arrête, et qu'il est tout seul à se dire ça, mais il se fait laminer, parce que tous les autres continueront à travailler avec cette solution. Donc il faut tous qu'on change ensemble, ou il faut que personne ne change. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde n'a pas envie de changer, donc personne ne change. Ce qui est super intéressant quand même, et au compte d'Ecophyto, j'ai envie de dire qu'il faut quand même voir des choses positives, ou le verre à moitié plein, c'est qu'Ecophyto, il a permis justement de remettre en avant des façons de fonctionner qui existaient déjà, mais de leur donner plus de lisibilité et de leur donner plus de marge de manœuvre et plus de moyens, financiers notamment. Et ces façons de travailler, c'est des façons de travailler en collectif. Donc des réseaux d'acteurs, des réseaux d'agriculteurs, des animateurs qui animent des groupes d'agriculteurs pour essayer de faire réfléchir, de faire innover, de faire penser ces collectifs-là ensemble et de créer de la connaissance, de partager des savoir-faire, de partager des échecs, mais du coup d'en tirer des informations et des éléments pour aller de l'avant. L'objectif d'Ecophyto de 50%, c'est un chiffre qui fait peur. Parce que 50, c'est énorme. Alors en même temps, c'est un chiffre très communicant. Voilà. Donc les ministères, ils ont eu besoin de ça. Donc peut-être que ça a fait un petit peu peur aux troupes, entre guillemets. Après, est-ce qu'on y arrivera à 45, 52 ou 28 ? C'est pas tellement la question. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à être moins dépendant de l'utilisation des phytos. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à penser différemment l'agriculture pour arriver à se passer des produits phytosanitaires parce qu'on a mis en place un système qui est suffisamment autonome et suffisamment robuste en lui-même. Quitte à ce qu'une année donnée, climatique, on ait recours à un produit parce qu'on ne peut pas s'en passer. Ça, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est de mettre en place un système qui, au maximum, arrive à s'en prémunir. Mais sous réserve qu'on mette en place ce genre de raisonnement, ça veut dire que c'est une agriculture différente de celle qu'on a aujourd'hui, c'est des paysages agricoles radicalement différents de ceux qu'on a aujourd'hui, c'est éventuellement pas la même taille de parcelles, c'est sûrement pas la même diversité, une très très grande diversité d'espèces dans les champs, ce qu'on n'a pas encore aujourd'hui dans les plaines céréalières. C'est des aménagements paysagers qui vont être réservoirs de biodiversité et peut-être d'auxiliaires pour nous aider à gérer des problèmes soit de maladies, soit d'insectes. Enfin, donc ça fait un paysage agricole qui sera sûrement super joli, super chouette et radicalement différent des grandes parcelles un peu uniformes qu'on a dans les plaines céréalières. Les possibilités de réduire, elles dépendent complètement aussi des types de production. C'est clair que voilà, on ne fait pas pareil en arboriculture, en vigne, en grande culture, en céréales, voilà. À la limite en maraîchage, et à la limite en grande culture, c'est là où c'est le plus facile. Alors ça tombe bien, c'est ce qui occupe le plus de surface en France. Donc si déjà rien que les grandes cultures bougeaient un peu, ce serait génial. Elles consomment 60 à 70% de l'utilisation des pesticides aujourd'hui. Après, toutes les grandes cultures ne se valent pas. La betterave, c'est sûrement plus difficile que le blé, où là, c'est très très facile. Mais en gérant collectivement un assolement diversifié, on peut arriver globalement à réduire l'usage. Et on ne cherche pas à ce que tout le monde réduise de 50% sur ses propres parcelles. C'est ça ce qu'il faut voir. C'est que collectivement, il faut qu'on arrive à réduire suffisamment et à être moins, à être moins dépendant de l'utilisation des produits phytosanitaires. Peut-être qu'il faut réfléchir, et d'ailleurs il y a eu des travaux sur ces questions-là de diversification, notamment des cultures, et de la façon dont on pourrait arriver à plus de diversification en France. Des cultures, ça voudrait dire arriver aussi à faire valoir que le produit qu'on fait aujourd'hui en France, il est d'une autre qualité. Il faut aussi arriver, on parlait de verrouillage tout à l'heure, à faire en sorte que ça ne repose pas que sur l'agriculteur. Cette production-là. C'est aussi aux consommateurs d'accepter de se dire mais moi peut-être que je veux savoir comment c'est produit.
moi je pense qu'un des gros freins aussi à rentrer dans le plan éco-phyto et à relever le challenge, c'est que la plupart des acteurs aujourd'hui, ou en tout cas des gros acteurs agricoles et de l'accompagnement de l'agriculture aujourd'hui, ils sont dans un objectif mais il faut qu'on nourrisse le monde. Donc c'est pas en passant au bio ou c'est pas en réduisant l'utilisation de phyto qu'on va y arriver. On va faire chuter nos rendements et ça va être la famine. Et ils nous brandissent la famine comme étendard du fait que c'est une hérésie d'aller vers moins d'utilisation de phyto. Je crois qu'on se plante. Je crois qu'on se plante parce qu'il faut regarder les choses de façon globale. C'est pas à la France de nourrir le monde, d'abord. Alors même si la France exporte, c'est pas nous qui allons nourrir toute la planète. Et à chercher à nourrir le monde et à commencer par nourrir les pays en voie de développement, qu'est-ce qu'on fait? Mais on fait plutôt que de les affamer, puisqu'on leur évite d'avoir eux-mêmes à se nourrir. Il vaudrait mieux qu'ils se nourrissent eux-mêmes et qu'ils développent leurs propres capacités, plutôt que nous, on leur envoie à bas coût des produits qui ne sont pas forcément de très bonne qualité, et qu'on cultive à coût environnemental assez important. Alors ici, on est sur la commune de Vignoles, au cœur du Limousin. On est sur un verger de pommes du Limousin. La filière pomme est connue pour être l'une des filières utilisant les plus grosses quantités de pesticides par rapport au nombre de traitements. Il faut savoir qu'il y a environ une quarantaine de traitements à l'année. Laurent Rougerie, le président de la filière, le reconnaît de lui-même. Il dit que s'il n'y avait pas cette pression citoyenne, ils se seraient un petit peu endormis sur leurs habitudes, sur leurs pratiques, et ils n'auraient pas forcément cherché à évoluer. Ça fait 15 ans que notre association existe. Au départ, il y avait on était proche du 0% de zone bio. Aujourd'hui, on arrive à 30% de zone bio. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu d'effort de fait. Il y a un changement. Le changement de paradigme n'est pas encore là, mais il reste qu'on est obligé de constater certains efforts qui ont été faits, certains changements. PhytoAlert, il s'agit d'une application smartphone, tablette qui permet d'informer les populations préalablement à un épandage de pesticides dans leur zone d'habitation ou sur un secteur défini au préalable. Elle est née d'un sentiment du droit à l'information, c'est-à-dire que les riverains constataient des épandages, très souvent avec des dérives de produits sur leur habitation, sur leur zone de vie. Vous le voyez ici avec la proximité des balançoires. Donc on a demandé à être informés avant la réalisation des épandages, de manière à pouvoir prendre quelques mesures de précaution visant à réduire notre exposition aux pesticides. Moi, je me suis retrouvé ici. On a été sommé à l'époque, après des tensions assez fortes, voire très fortes, et des menaces, de se réunir en sous-préfecture, sous la demande du préfet. C'était des tensions qu'on percevait sur le territoire, mais souvent des tensions qui avaient lieu entre certains riverains et certains producteurs. Ça, c'était des tensions directes, mais souvent des tensions de façon, je dirais, plutôt indirecte au travers de médias. Aujourd'hui, on se pose des questions sur les risques potentiels pour les riverains de zones traitées. C'est un sujet polémique, complexe, parce qu'il a tendance à porter la responsabilité sur les agriculteurs, et c'est assez difficile à aborder. C'est vrai qu'on pense plus facilement aux expositions qui sont liées aux traitements eux-mêmes directement. On imagine le tracteur qui passe dans les champs, mais il faut aussi penser aux expositions dites indirectes qui se produisent après les traitements, parce qu'on repasse dans les cultures ou à proximité des cultures. Donc les riverains sont aussi potentiellement exposés. Et c'est une question qui aujourd'hui fait débat, qui n'est pas simple à totalement trancher, parce qu'on n'a pas beaucoup de mesures d'exposition sur les populations voisines. Et on va dire qu'on est au début de la connaissance des expositions et même pas encore au début de la connaissance des effets. On n'a pas tout changé, mais c'est une autre approche. Une intervention phytosanitaire, c'est un sujet compliqué. Bon, il y a le choix du produit, il y a les conditions météo, il y a le stade de la culture, la pression des ravageurs, le personnel, et aujourd'hui on y rajoute les riverains. Ça veut dire que le producteur, ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. L'approche, on a basculé, cette approche aujourd'hui, elle est complètement différente, c'est-à-dire que c'est un état d'esprit. Aujourd'hui, le gars, quand il prépare son pulvérisateur qu'il va traiter, moi le premier, aucun producteur le fait par plaisir, mais quand on y va,
si on a des riverains à proximité, c'est quelque chose qui est pris en compte et qui ne l'était pas avant. Et ça, c'est important. Voilà. Moi, je suis impliqué politiquement dans ma filière. Je suis représentant professionnel de ma filière. Je suis sous l'égide de personne et surtout pas de syndicat. Voilà, je suis adhérent d'aucun syndicat agricole et je le revendique. Voilà, parce qu'ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients, leur façon de travailler, mais il y a des visions des choses qui ne sont ni d'un côté ni de l'autre, pas du tout les nôtres. Nous, on a choisi une route un peu médiane. Et voilà, et aujourd'hui, on s'aperçoit que dans l'agriculture, moi, ce qui me gêne un peu, et je le dis en tant que représentant professionnel, c'est que souvent, ce chemin médian, il n'est pas souvent emprunté. On va aujourd'hui souvent dans les extrêmes. Voilà, donc c'est ça qui est un peu gênant. Mais je crois qu'on est en train de montrer que potentiellement, cette voie-là, c'est certainement pas la plus mauvaise. Voilà.